Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir, un plaisir qui aujourd'hui dérange et me démange. C'est un film qui me démange, dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un film que j'ai détesté au moment de sa projection, et c'est un film qui pourtant, durant toutes ces années, depuis sa sortie, n'a cessé de me travailler au point de me pousser à le revoir, au point de me pousser à l'analyser pour essayer de comprendre ce qu'il y avait de si obsédant chez lui, ou en tout cas ce qu'il y avait chez lui qui faisait naître une obsession chez moi. Et c'est un film surtout qui m'a poussé à aller le chercher. Aujourd'hui, chers auditeurs, chères auditrices, nous allons parler d'un film profondément mal aimable qui a été marketé d'une façon où l'on a tenté de le rendre sexy, où l'on a tenté de le rendre désirable, et qui est tout le contraire, non pas en sens où il n'est pas un beau moment de cinéma, mais au sens où il est bien plus qu'une volonté de nous séduire. Ce film, c'est A Beautiful Day de Lynn Ramsay qui, en son temps, a obtenu le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes pour son interprète principal, Joaquin Phoenix, et également le prix du meilleur scénario. Un prix du meilleur scénario qui, de toute évidence, était une sorte d'excuse pour ne pas lui donner le prix de la mise en scène. Il devait y avoir quelqu'un d'autre à ce moment-là qui le méritait plus selon le jury, et puis il fallait lui donner quelque chose à la petite Lynn, parce que bon, elle avait quand même fait un sacré travail. Pourquoi est-ce que je dis que le prix du scénario n'est pas mérité? Eh bien tout simplement parce que ce film n'a pas de scénario. Ou en tout cas, ce n'est clairement pas un film que l'on peut qualifier de film à scénario. Vous voulez que je vous fasse l'histoire? Je vous la fais. Joe, un vieux vétéran traumatisé et sans le sou, décide de devenir homme de main pour de riches personnes qui ont besoin de récupérer leurs filles fugueuses qui sont intégrées dans des réseaux de prostitution infantile. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un vétéran américain en quête de rédemption qui casse du pédophile. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vu ce type d'histoire, ce type d'architecture d'histoire de très nombreuses fois? C'est normal parce que c'est adapté d'une petite nouvelle tout à fait clicheteuse qui s'intitule Tu n'as jamais vraiment été là, en français, en anglais You Were Never Really Here, qui est le titre original du film A Beautiful Day, et qui, tout simplement, est une sorte de petite nouvelle à la con policière qu'on trouve dans les bacs à 50 centimes. Et c'est donc, fort, quelque part, de tout cet héritage scénaristique de série B un peu à la con, tu vois, ce genre de film un peu à la Equalizer, finalement, qu'on regarde pour prendre du plaisir à voir des gens qui l'ont bien mérité, se prendre des tatanes dans la gueule, que le film a été marketé. Il a été marketé à l'époque, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vécu cette campagne marketing fumeuse et qui est un crime contre la grandeur de ce film, où il a été vendu quand même comme étant une sorte de mix entre Drive et Taxi Driver, le Taxi Driver du 21e siècle carrément. Comparaison scénaristiquement pertinente si l'on prend l'intrigue de base, mais d'un point de vue de la mise en scène, absolument pas, puisque les deux films n'ont profondément rien à voir. Et encore, je ne vous parle pas du cas de la comparaison avec Drive, parce que là, pour le coup, on est tellement loin de la démarche de Vinnie Graffen qui, lui, justement, adopte une mise en scène qui reprend tous les codes de la séduction publicitaire pour certes l'amener autre part, mais qui en reprend tout de même tous les codes, là où Lynn Ramsay fait un film profondément mal aimable qui n'a qu'une seule volonté, c'est de nous garder à l'extérieur de son monde, parce que le monde qu'elle nous décrit est tout simplement trop abominable pour que l'on souhaite y mettre les pieds. Et ça, c'est la première chose qu'il faut remarquer. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais vécu en allant le voir. Donc, je vous dis, moi je suis très sensible à la publicité autour des films. Donc, du coup, je me dis, ah bah ok, je vais aller voir un film un peu edgy, ado, machin, série B, où ceux qui méritent de s'en prendre plein la gueule s'en prennent plein la gueule. Et ce sera filmé avec plein de ralentis, avec des images hyper cool, avec de l'électro, etc. Il y avait de l'électro dans la bande-annonce. Et quelle ne fut pas ma surprise de me retrouver face à un drame excessivement sombre, absolument pas graphique, ou en tout cas pas graphique dans le sens où la violence est un plaisir esthétique que l'on prend à regarder ceux qui méritent de souffrir, mais au contraire une violence qui est complètement clinique, extrêmement froide, qui s'immisce dans chaque recoin de l'âme de son personnage, dans son quotidien, dans tout l'univers. On a l'impression qu'il n'y a pas un seul personnage positif à l'intérieur de ce film. C'est un film complètement désespéré duquel on ressort en n'ayant pris aucun plaisir de série B tel qu'on me l'avait vendu. Donc forcément, comme à l'époque, j'étais jeune et con, et que j'avais déjà une chaîne YouTube, pour ceux qui se souviennent de cette époque bénie, où j'avais fait une critique absolument abominable de ce film, où j'avais dit que c'était une tromperie sur la marchandise, ce qui est vrai, je maintiens ce propos,
Mais pour le coup, je nie tout ce que j'ai dit à la suite de cette affirmation, parce que c'est tout sauf un film mal mis en scène, c'est tout sauf un film qui ne fait pas de choix intéressants, au contraire, c'est un très grand film. Et quelque part, le fait que A Beautiful Day était un très grand film, je pense que je le savais déjà. Parce que même en ayant détesté mon visionnage, même en ayant rejeté profondément ma séance de l'époque, le film m'a travaillé. Et les films qui te travaillent, alors que tu sais que tu les as pas aimés, tu vois, donc pourquoi est-ce que tu irais les revoir, quelque part? Et bien pourtant, ils reviennent. Il y a des images qui reviennent. Il y a des moments de cinéma que notre esprit ressasse. Et il y a un moment où on se dit, mais putain, peut-être qu'il y avait quelque chose dans ce film, en fait, que j'ai pas vu. Parce que si je continue à ce point-là à y penser, c'est qu'il y a quelque chose en moi, de spectateur, qui a commis une faute en n'entrant pas en relation avec ce film, ou en tout cas en le rejetant de cette manière-là, et que quelque part, il est de mon devoir de cinéphile d'expier cette faute. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé une deuxième fois A Beautiful Day, ce qui est une chose que je ne fais jamais, hein, vraiment pour les films que j'ai pas aimés la première fois, je vais pas me les retaper, mais celui-là vraiment il me démangeait, il me travaillait, et j'arrivais pas à savoir pourquoi. Et je me suis dit mais quand même il faut que je le revoie quoi. Et le revoyant, avec aussi tout le bagage de cinéphile que j'avais acquis, tous les cours que j'avais suivis, tous les livres que j'avais lus, tous les autres films que j'avais pu voir, j'ai compris en fait. J'ai compris que c'était un film qui n'avait aucune intention de me séduire, mais qui au contraire exigeait de moi que j'aille à lui. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vu. J'ai vu, en tout cas, je crois avoir vu, ce que Lynne Ramsay a voulu faire avec cette œuvre, et à quel point elle a réussi à le faire merveilleusement bien. Alors je préviens tout de suite, celles et ceux d'entre vous qui auraient envie de découvrir ce film, c'est un film profondément mal aimable et il est fort possible que vous n'y soyez pas réceptif. D'accord ? C'est normal, c'est un film qui entreprend de déconstruire de façon presque frustrante tout ce que l'on attendrait d'une œuvre avec un pitch pareil. Et rien que ça, c'est quand même relativement insupportable parce qu'on a toujours cette tendance à attendre d'un film qu'il soit comme on l'avait imaginé. Et pourtant, ce film n'est pas comme on l'avait imaginé et il ne pouvait pas l'être. La preuve en est, c'est que ce film n'est même pas comme la réalisatrice elle-même avait pu l'imaginer. Introduisons l'analyse avec un petit détail de tournage qui nous vient de Joaquin Phoenix, qui en a parlé en interview. La démarche de Lynne Ramsay sur ce film, en termes d'écriture, était d'écrire la veille du tournage les scènes qui allaient être tournées dans le décor où l'équipe était présente. Ça veut dire que les acteurs ne savaient pas ce qu'ils allaient tourner avant la veille. Et rien que ça, c'est quand même une démarche relativement expérimentale et ça devrait mettre la puce à l'oreille à des marketeurs avides de positionner un film vis-à-vis d'un public qui n'y sera pas réceptif, qu'on n'est pas du tout face à une œuvre à la drive, mais au contraire face à une œuvre complètement expérimentale d'un point de vue narratif qui ne peut pas plaire. Qui ne peut pas plaire au plus grand nombre pour la simple et bonne raison que c'est une œuvre qui adopte une esthétique du fragment. Alors qu'est-ce que je veux dire par esthétique du fragment ? C'est-à-dire que ce sont des films qui ne travaillent pas une continuité, qui ne travaillent pas une fluidité du récit, des mouvements de caméra, avec un art de la transition extrêmement précis qui font qu'on a l'impression que le film coule sans s'arrêter et sans qu'à aucun moment on ne sente que le film nous brusque, du coup, parce qu'au contraire on est emporté par son rythme et on transitionne de scène en scène, on va et vient avec la caméra et à aucun moment en fait on ne se sent arrêté dans notre démarche de spectateur, on ne se sent frustré dans notre découverte de ce dernier. Et c'est tout le contraire qui se passe dans les films qui adoptent une esthétique de la fragmentation. Et l'exemple parmi tous, évidemment, c'est le travail de notre bon vieux Jean-Luc Godard, qui, tout au long de sa filmographie, n'a fait que travailler cette question de la fragmentation dans sa mise en scène, également dans son écriture, au point d'atteindre, selon moi, un paroxysme avec un court-métrage, que je vous invite toutes et tous à découvrir si vous ne l'avez jamais vu. En plus, c'est très court, ça fait 2 minutes, qui s'appelle « Je vous salue Sarajevo », qui est un court-métrage qui fragmente l'image de la guerre à travers une photo, c'est-à-dire qu'on prend la réalité et qu'on la fragmente avec une photo, ça c'est la première étape, et la seconde étape, c'est qu'ensuite il va fragmenter la fragmentation en faisant des zooms sur la photo, et donc quelque part une étude de la violence clinique à travers la fragmentation.
c'est ce que nous dit Je vous salue Sarajevo d'un point de vue de sa mise en scène. C'est pas la seule chose évidemment, parce que Je vous salue Sarajevo a aussi toute une dimension politique, parce que cette fragmentation de la violence, elle sert d'une part à l'analyser de façon clinique, mais surtout, elle évoque la fragmentation de l'espace géographique où se trouve Sarajevo, etc., etc. Donc on a vraiment une lecture politique. Là où Lynne Ramsay, et je trouve intéressant quand même de mettre ces deux films en parallèle, va reprendre cette esthétique de la fragmentation, mais non plus pour l'utiliser d'un point de vue politique, mais pour l'utiliser d'un point de vue psychologique. Parce que Joe, notre personnage principal, c'est un mec qui est en pièces. Je veux dire, très littéralement. C'est un soldat traumatisé, je l'ai dit, et il y a plein de moments dans le film où on va avoir des flashs de montage. C'est-à-dire, encore une fois, on brise la continuité. C'est-à-dire que la scène a lieu, et puis d'un seul coup, bam, un plan sur un truc traumatisant. Des scènes de guerre qu'il a pu vivre dans son plus jeune âge. Et toute la réalité du personnage du film est parasitée par ces événements qui lui reviennent sous forme de flash, parce que de façon très très évidente, il souffre de stress post-traumatique. Et donc nous, spectateurs, plongés avec lui dans cette réalité, parce que Joe, dans ce film, est notre point narratif central, c'est à travers lui que l'on navigue dans cet univers, eh bien, on vit la réalité de la même façon dont lui la vit, c'est-à-dire de façon fragmentée. Et comme Lynne Ramsay, c'est quand même une cinéaste de talent, eh bien, elle va pousser cette logique de la fragmentation jusqu'au bout, et tous les aspects de sa mise en scène vont se retrouver à épouser ça. Alors, je parlais de la dimension scénaristique du film, c'est-à-dire qu'on a un personnage qui est construit par fragments, et on le retrouve évidemment dans le montage. On le retrouve d'autant plus dans le montage que, comme je vous l'ai dit, l'écriture du film lui-même, pendant qu'on le tournait, était fragmentée. Donc évidemment, on a ce sentiment d'un film qui avance par à-coups, qui n'est pas fluide, qui ne nous paraît pas toujours cohérent. Enfin bref, on est un peu perdu, on ne vit que des moments extrêmement circonscrits dans le temps. Et évidemment, donc ça c'est ce qu'on évoque depuis le début, et Lynne Ramsay, elle va poursuivre cette logique en travaillant le corps, par exemple, c'est-à-dire en travaillant l'ensemble des objets cinématographiques qui sont présents à l'image. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'évidemment notre personnage, il est fragmenté psychologiquement, il est en pièces, et son corps aussi est en pièces. Ça veut dire qu'il a des cicatrices partout. Ça veut dire qu'on va s'attarder très longuement sur ces cicatrices. Ça veut dire que je ne pense pas que dans ce film, il y ait un plan pied, c'est-à-dire un plan où on voit le personnage en entier dans le cadre. On voit son visage, on voit ses mains, on voit ses pieds, on voit des détails de son anatomie, mais jamais, il me semble bien, on ne le voit comme une entité humaine entière. C'est un assemblage de choses détruites. Et là où c'est le plus visible, outre que sur le corps de Joaquin Phoenix, c'est dans l'usage qui est fait des miroirs. Il y a des miroirs partout dans ce film. Des miroirs qui reflètent d'autres miroirs, des miroirs qui se brisent, des miroirs qui, au contraire, permettent au personnage de savoir où se trouve quelque chose. Il y a des rétroviseurs de voitures, intérieurs, extérieurs, enfin bref, il y a des vitres partout. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que on parlait de Kieslowski la semaine dernière, et Kieslowski aussi a beaucoup de vitres et de travail sur l'emprisonnement de l'espace et l'emprisonnement de la perception dans son cinéma. Mais chez Lynne Ramsay, évidemment, on le comprend, avec tous les éléments qu'on cite depuis le début, c'est un travail d'assemblage de choses qui viennent fragmenter la perception de l'espace. Mais elle s'arrête pas là, pourquoi ? Parce qu'elle est cohérente, elle est entière, c'est une vraie metteuse en scène, quoi, et qu'elle y va au premier degré. Et comment est-ce qu'elle poursuit cette fragmentation ? Elle la poursuit dans l'architecture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à aucun moment de ce film, vous n'êtes capable de situer où se trouvent les lieux. Vous ne savez pas où ça se passe. Vous ne comprenez pas où on est. Il n'y a aucun moment, par exemple, où on voit Joe sortir de son travail et aller quelque part. Non, il ouvre la porte, cut direct dans le métro. Pourquoi ? Parce que la réalité spatiale de ce film, c'est un fragment, tout comme les arrêts de métro sont des fragments. Vous voyez, c'est à ça qu'on reconnaît de la grande mise en scène. C'est quand vous pouvez lister tous les éléments du récit qui sont mis et travaillés avec la même importance les uns à la suite des autres pour nous proposer quelque chose de parfaitement cohérent. Nous avons un monde dans ce film complètement fragmenté. Et ça crée chez le spectateur une réception esthétique très particulière. Parce que du coup, tu te dis, mais en fait, j'ai l'impression de ne pas comprendre ce qui se passe. J'ai l'impression de ne pas être certain de percevoir tous les tenants et les aboutissants de cette intrigue. Et c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est une œuvre de déstructuration.
Et elle pousse cette frustration que l'on peut avoir, nous spectateurs, face à un récit de ce type, tellement loin que, voilà, je vous raconte un petit peu un élément de la scène de climax du film, à la fin du film, qui devrait être l'apothéose de violence, ou ce déchaînement justement de plaisir que l'on prend à voir les pédophiles se prendre des coups de marteau, aucune scène de mort n'est filmée. Pourquoi ? Parce que la fragmentation du monde est telle que même ça, Joe ne le remarque plus. Parce que cette fragmentation, elle permet une chose. Lorsque le monde n'est pas un tout uni, qu'il n'est composé que de fissures, la violence s'installe. Et c'est ça qui se passe dans A Beautiful Day. Vous avez un film où la violence est partout. Et là, on revient sur le travail scénaristique. Il n'y a pas un seul, à l'exception évidemment de la jeune fille Nina que Joe va vouloir sauver, qui est sa rédemption à lui, il n'y a pas un seul personnage de ce film qui soit montré comme étant positif. Que ce soit la mère, que ce soit les voisins, que ce soit l'employeur de Joe, que ce soit évidemment les commanditaires qui vont se révéler être de fief et gredin, je me permets de vous dévoiler les éléments de l'intrigue parce que vous l'avez compris, c'est clairement pas d'intrigue dont il s'agit pour apprécier cette œuvre. Il n'y a pas un seul personnage en fait qui est positif. Et donc Joe n'est en contact avec personne. Ça veut dire quoi ? Et ça se retranscrit évidemment comment dans la mise en scène ? Ça veut dire que Lynn Ramsay isole Joe en permanence du reste du monde, à travers la longue focale. Il n'y a quasiment pas de plan en valeur de focale supérieure à 80 mm, pour celles et ceux qui voient ce dont je parle. C'est-à-dire qu'on est vraiment très très près, avec beaucoup de flou sur les côtés, pour parler un peu trivialement. C'est-à-dire qu'on est vraiment tout le temps, enfermé avec le personnage dans un monde qui est fragmenté et que l'on ne peut pas simplement voir de façon calme, sereine, complète, et donc pousser une espèce de... On ne peut pas avoir les idées claires, parce que le monde n'est pas clair. La violence est partout. Elle est partout, elle est évidemment dans le présent, avec l'activité que perpétue Joe, mais surtout, elle est dans le passé. Parce que comme je le disais, le personnage est traumatisé. Donc, la violence, elle est à la fois dans les flashbacks, elle est à la fois dans le présent, elle est quand il dort, parce que quand il dort, il fait des cauchemars, elle est quand il essaye de se détendre, elle est sur son corps quand il prend simplement une douche, elle est partout. Le désespoir est si total qu'il influe tous les éléments du film et qu'il empêche le monde de ce film de simplement tourner rond. Ce qui rend du coup le film, avec la démarche de totalité de mise en scène que met en place Lynn Ramsay, le film assez insupportable, je veux dire sur plein d'aspects, parce que t'as vraiment l'impression d'avancer par à-coups, qu'il n'y a pas juste un seul moment où tu vas avoir une continuité, un truc tout à fait normal et doux et cohérent et fluide, parce que le personnage de Joe est si détruit par le monde qui l'entoure qu'il est incapable en fait de naviguer au milieu des gens comme si de rien n'était. Et le seul endroit où on pourrait avoir cette paix, où on pourrait avoir cette respiration, cette fluidité, bah c'est le foyer. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel s'attarde beaucoup Lynn Ramsay, parce qu'on a beaucoup de scènes chez Joe avec sa mère, et on a des scènes évidemment, toute l'architecture du film, c'est remettre des gamines dans leur foyer, vous l'avez bien compris. Sauf qu'évidemment, le foyer aussi, il est fracturé. Il suffit de voir le personnage de la mère. Un coup, c'est la meilleure mère du monde. La scène d'après, c'est une grosse connasse complètement hystérique qui hurle sur son gamin, tu sais même pas pourquoi. Et alors, niveau fragmentation du foyer des gamines, je veux pas trop vous en révéler, mais disons que parfois, fuguer pour aller dans un trafic sexuel de mineurs, c'est peut-être ce qui pouvait leur arriver de mieux. Voilà, disons-le d'une manière évasive, de cette façon-là. Donc, il n'y a aucun endroit de ce film qui est un endroit de repos. Et donc le film à aucun moment ne nous laisse nous reposer, nous spectateurs, et au contraire toujours désamorce, fragmente, refuse la fluidité pour justement nous mettre à la place de son héros. Et ce héros, quel est-il ? C'est un homme brisé. Et voir les fêlures de cet homme être si profondes qu'elles en viennent à s'exporter, ces fêlures, sur tous les éléments de la mise en scène, ça ne peut que nous mettre au plus près de ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire au-delà de cette bête de sang-froid qui tue sans même se poser la question de la violence, de ce qu'il fait, tellement cette violence fait partie de lui, et tellement le compartimentage, vous voyez, de ces émotions qu'il fait suite à son traumatisme, c'est quelque chose de très courant, c'est-à-dire que les gens qui sont traumatisés se détachent du monde.
Ce qui est d'ailleurs le cas à la fois pour le traumatisé de guerre et pour le traumatisé d'agression sexuelle, puisque le personnage de Nina, elle aussi, a une façon de sortir du monde de cette manière-là. Et bien, il y a un seul moment dans ce film où on a une violence qui est objectivée. C'est-à-dire qui n'est pas compartimentée, qui n'est pas créée à travers une esthétique de la fissure. C'est tout simplement le moment au milieu du film où Joe rentre dans une maison close pour mineurs et tue tout le monde. Et comment est-ce que Lynn Ramsay, elle nous filme ça ? Elle nous filme ça à la caméra de surveillance. C'est-à-dire que niveau approche clinique et anti-série B, plaisir de la violence, ça se pose là. Et encore, je vous dis que c'est pas une continuité de l'esthétique de la fragmentation, mais c'est évidemment faux. C'est une continuité de cette esthétique, parce qu'une caméra de surveillance, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est un ensemble d'écrans qui, depuis une salle de contrôle, sont collés les uns aux autres, et donc vous regardez une réalité sous 4 angles différents, 4 images, ou plus évidemment, qui n'entrent jamais en interaction les unes avec les autres. N'est-ce pas ? Et alors, face à tout ça, face à cette fragmentation qui déstructure tellement tout, y compris le foyer, que la violence, tel un venin du monde, s'immisce partout, bah que nous reste-t-il ? Où est la beauté là-dedans ? Et pourquoi donc se farcir un tel film qui nous donne presque envie de nous buter, évidemment, à sa simple description analytique de la portée esthétique de l'œuvre ? Eh bien, dans sa beauté. Parce que cette fragmentation, elle permet une chose : de saisir des moments. Ben évidemment, puisque comme il n'y a pas de travail sur la fluidité et sur la continuité, ce ne sont que des moments auxquels nous avons accès en tant que spectateurs. Et donc Lynn Ramsay, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous met de la beauté là-dedans. Elle nous met en place des irruptions inattendues de scènes incroyablement belles, qui sont nos soupapes de respiration, de la même manière que ce sont les soupapes de respiration de Joe, et qui viennent nous toucher. Je pense à 3 scènes en particulier. Tout d'abord, la scène où Joe tue quelqu'un dans une maison et que la personne met du temps à mourir. Et bah Joe, qu'est-ce qu'il fait ? Il reste avec lui. Et il l'accompagne dans son dernier instant. Cette scène est incroyable. Alors qu'il n'y a quasiment pas de dialogue. Enfin, je veux dire, on peut pas dire qu'il y a une puissance d'intrigue ou une puissance de dialoguiste qui est à l'œuvre. Simplement, non, c'est la scène qui est belle. Et le fait qu'elle dure. Et le fait que, bah finalement, c'est le monde qui est mauvais plus que les hommes. Parce que les hommes, bah, face à la mort, ils sont plus rien et ils ne peuvent rien faire d'autre que s'entraider. Et ça, c'est un message que je trouve très beau. Et cette idée que la mort rend la vie belle, c'est quelque chose qu'on retrouve à un autre moment, au moment où Joe va enterrer un personnage, et il jette son corps en fait dans l'eau, dans un lac. Et le corps étant enroulé dans du papier, dans un sac poubelle, pardon. Et vous avez ce plan où le sac poubelle tombe dans les profondeurs, et on dirait une sirène. Parce que la forme qui est donnée au pied de la victime donne l'idée d'une queue de poisson. On a l'impression de voir une sirène. Et vous voyez, c'est à travers cet ensemble de petits moments, à travers cet ensemble de petites images, de petits plans sur des détails. Moi, je pense par exemple à ce plan sur un bonbon sur lequel Joe appuie, à tel point qu'il finit par le fissurer. Et quand vous fissurez un bonbon, en fait, il change de couleur et de texture, et il commence à se fissurer. Et moi, je trouve ça très très beau, en fait. Et bah ça, pareil, c'est un moment de beauté éparse. C'est quelque chose qui est là. Et auquel on assiste presque malgré nous. Parce que lorsque cette beauté est provoquée, cette beauté n'est pas beauté. Et ça, c'est par exemple une dénonciation que l'on retrouve dans une scène. Bah dis donc, les cloches, voilà, tout de suite, je parle de beauté, je parle de mort. Jésus revient parmi nous, chers auditeurs, chères auditrices. Je disais quoi ? Je disais, oui, il y a une scène où, suite à une bonne nouvelle qu'a appris le patron de Joe, eh bien, il reçoit plein de fleurs dans son bureau. Et quelle est la discussion qu'ils ont ? Puisque cette beauté des fleurs a été provoquée, eh bien cette beauté n'est pas légitime. Donc ils disent simplement « Je n'aime pas les fleurs ». Bon Jésus, calme-toi Jésus, calme-toi. Laisse-moi parler un petit peu de Nina et de la façon dont Lynn Ramsay la traite. Parce que oui, donc Nina, cette gamine. Cette gamine qui est très très jeune, et d'ailleurs l'actrice étant née en 2003, elle n'était pas majeure sur le tournage.
cette gamine, c'est évidemment la voie de sortie. C'est la seule rédemption que peut avoir Joe. Pourquoi ? Parce que c'est la beauté pure, c'est-à-dire que c'est la gamine, c'est l'innocence totale. C'est-à-dire que c'est la seule forme de pureté qui reste encore dans le monde, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas encore, dont le regard n'a pas encore été souillé, et qui pourtant d'ailleurs sera souillé dans le film, puisque elle-même, cette gamine, tuera son violeur, et que, ayant été violée, eh bien, elle perd cette innocence. Et pourtant, Joe, la première fois qu'il la voit, semble s'accrocher à ce mirage qui est que, non, elle peut encore être sauvée. Malgré le fait qu'elle a déjà tué, malgré le fait qu'elle a été violée, malgré le fait qu'elle est en processus de fragmentation, elle aussi, elle peut être sauvée. Parce que la seule chose qu'il y a de véritablement beau dans ce film, c'est les plans visages sur cette actrice, qui est une actrice russe, je suis désolé, qui a un nom assez compliqué, dont je n'ai pas retrouvé le nom, mais vous pouvez la retrouver très facilement. Cette actrice, elle a un visage qui est tellement angélique, elle a des traits tellement fins, tellement dessinés que simplement la regarder est une respiration. Et il y a cette phrase. Je vous avais dit qu'il y avait 3 scènes de beauté dans ce film, de beauté absolue. Il y a cette phrase de fin. Cette phrase de fin qui donne son titre à la version française. Ils sont assis dans un diner. Ils ne savent pas où ils vont. Pareil, on ne sait pas comment ils sont arrivés là. On ne sait pas où ils iront après. Un fragment parmi d'autres. Un moment que l'on a arraché à la violence du monde. Un moment de tranquillité. Les murs sont blancs. Et là, Nina dit cette phrase à Joe. C'est une belle journée. Cette phrase, elle est conne. Je veux dire, vis-à-vis de tout ce que les personnages ont vécu et de sans doute tout ce qu'ils vont avoir à vivre. Et pourtant, elle se suffit à elle-même. C'est l'étincelle de beauté dont Joe avait besoin à ce moment-là. Et c'est peut-être l'étincelle de beauté dont tous nous avons besoin. Juste ça. Juste une façon de nous dire ça va aller. Moi, ce film me... Ce film me détruit. Ce film me bouleverse. Ce film me met dans un état émotionnel je vous saurais même pas comment vous le dire. C'est-à-dire que c'est un grand 8 en fait finalement. C'est tant de façons de construire, de déconstruire le personnage, de pleurer avec lui, d'avoir des désirs de violence, de ne pas avoir ce désir à être satisfait parce que le traumatisé est perpétuellement insatisfait. Enfin, c'est toutes ces choses résumées dans une simple phrase qui est « ça va aller », comme un mantra. Je pense c'est pas loin d'être une de mes scènes de fin préférées de tous les temps au cinéma. Juste cette phrase. Comme une sorte de pied de nez naïf. La seule réponse qu'on pourrait apporter est pourtant la seule réponse qui vaille. La beauté n'a de sens que lorsqu'elle est pathétique. Disons-le comme ça. Parce que cette phrase est pathétique. Elle est pathétique parce qu'elle est belle, et qu'elle provoque du pathos, mais elle est pathétique aussi parce qu'on peut s'en moquer facilement, et pourtant, elle est sublime. Et je crois que la beauté n'est belle que quand on est pathétique. C'est comme des gens qui s'aiment, vous savez, ils ont toujours l'air cons. C'est un peu pareil. La beauté ne peut être que pathétique. Et avec cette phrase-là, avec cette scène-là, avec ce plan visage sur Nina, Lynn Ramsey a réussi à incarner pour moi cette beauté à l'écran. J'aurais pu vous parler de plein de choses, mais je crois que j'ai un peu fait le tour. Désolé pour cette critique chaotique et fragmentée à l'image de ce film. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous invite à me soutenir sur mon compte Patreon, si vous en avez les moyens, à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur mon compte Instagram et mon compte Twitter, si vous en ressentez l'envie. Et moi, je vous dis à très vite. À très vite, et surtout, n'oubliez pas de faire tourner l'émission, histoire de la faire connaître un peu autour de vous. Je pense que ça peut être sympa si on est de plus en plus nombreux et nombreuses à venir parler de cinéma le lundi soir, histoire de bien commencer la semaine. Très bonne soirée, salut tout le monde.